La quête qui m'anime, c'est la recherche finalement d'une forme d'amour qui soit inconditionnelle. Parce que c'est vrai que si on y réfléchit un tout petit peu, si l'amour est conditionnel, il est fini avant de commencer, quoi. Je t'aime parce que, et si j'ai plus ça, c'est fini, en fait, on n'aime pas. Donc, alors que je ne savais pas à l'époque que cette quête était hyper signifiante, j'étais quand même dans cette recherche d'amour inconditionnel. Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Avant de laisser place à l'interview, je tiens à mentionner que le philosophe Robert Misrahi, dont il sera beaucoup question dans cet épisode comme dans le suivant, est décédé au 1er octobre 2023 à l'âge de 97 ans. Je ne le connais pas personnellement et je n'ai pas eu l'occasion de lire ses livres, mais la vie fait que ces épisodes lui sont parvenus il y a quelques semaines et qu'il a pu les écouter avant qu'il quitte ce monde. Je suis heureuse d'avoir pu, par le biais de ces épisodes, mettre à l'honneur son travail. Et là, je cite quelques mots d'un article du Monde qui est paru quelques jours après son décès. Penseur de la joie et de la construction du bonheur pour soi et pour les autres, Robert Misrahi a édifié, en surmontant des obstacles divers au fil d'un long parcours, une œuvre singulière dans le paysage intellectuel français de ces dernières décennies. Aujourd'hui, on parle d'amour. Nous partons d'une rencontre amoureuse, d'une intensité telle qu'il est difficile d'y croire, d'une joie si forte qu'on ne pensait pas pouvoir la ressentir un jour. Puis la vie qui reprend son cours, des questionnements sur cet amour qui n'a plus la même intensité, mais qui continue de nous porter. Mon invité du jour a voulu creuser la question de l'amour. Qu'est-ce que l'expérience amoureuse ? Rien ne le destinait à la philosophie, qui pour lui était des élucubrations de l'esprit. Si ce n'est ces questionnements. L'amour n'est-elle qu'une illusion? Qu'une rencontre de deux psychologies malades? Et qu'est-ce que la jalousie? Et où passe l'amour au fil des ans? Peut-il disparaître totalement? Bref, des questions universelles dans une vie ordinaire, satisfaisante, mais avec toujours une quête de sens en arrière-plan. De l'astrophysique à la philosophie, mon invité était poussé par sa curiosité, comme s'il y avait autre chose, une réponse à ses interrogations quelque part. Et en se penchant sur les philosophes qui parlent de l'amour, il a, pas à pas, révélation après révélation, rencontré l'amour, le vrai. Mais il vous en parlera bien mieux que moi. C'est encore le hasard qui a amené cette rencontre improbable avec Victor. C'est une grande joie pour moi de vous partager cette interview qui parle de sujets profonds qui rejoignent mes autres épisodes. Mais cette fois, avec un autre point de départ. Une méthode scientifique, rigoureuse, philosophique. Et une démarche de réflexion très poussée. Bonjour Victor. Bonjour. Merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté cette interview. Pour commencer, j'aimerais bien que tu nous expliques, parce qu'aujourd'hui tu parles sous le pseudonyme de Victor Eremita, pourquoi avoir choisi ce pseudonyme-là en particulier et pourquoi parler sous pseudonyme? Alors, Victor Eremita, c'est une référence au philosophe qui s'appelle Kierkegaard. Et pourquoi ce philosophe-là? En fait, dans la manière dont moi j'ai abordé la philosophie et la manière dont je suis rentré dans une réflexion, il y a la philosophie existentielle qui a joué un grand rôle. Et Kierkegaard est réputé être
le premier des philosophes existentiels. Donc c'est celui qui a inspiré Sartre et d'autres derrière. Et donc j'ai été assez marqué par un article que j'ai lu sur Kierkegaard, un article écrit par le philosophe que j'ai rencontré qui s'appelle Robert Misrahi. Et c'est un peu comme ça que j'ai abordé ce que dit Kierkegaard et ce que dit Misrahi aussi. Et donc j'ai découvert que Kierkegaard avait plusieurs pseudonymes. Alors je trouvais ça très pratique pour Internet, puisque moi je suis pas très Facebook et autres, donc je préfère largement avoir un pseudo pour pouvoir communiquer sur Facebook sans que ce soit spécialement ma personne. Donc là, un pseudo d'un philosophe qui me semble un philosophe important et qui a compté dans ma découverte, eh bien j'ai choisi ça. En plus, lui, il a l'avantage d'en avoir 15. Donc si jamais Facebook supprimait mon pseudo demain pour des raisons ignorées, eh bien j'en ai plein d'autres derrière, donc c'est pas très important. Et puis ce qui m'intéresse aussi, c'est que la manière dont Kierkegaard utilisait des pseudos, c'était pour disparaître en tant que individu singulier. C'est-à-dire que Kierkegaard considérait que il avait à nous dire des choses, mais que ces choses ne dépendaient pas de lui en tant que Søren Kierkegaard. Dépendait de quiconque aurait pu les dire. Donc pour pouvoir être de nombreuses voix à dire la même chose et sans qu'on dise ah ben oui mais ça c'est un tel, eh ben il avait utilisé des pseudos qui se sont révélés après être en réalité Kierkegaard. Donc il a écrit sous des pseudos. Donc c'est un pseudo de dépersonnification en fait. Qui correspond aussi à ce que tu souhaites faire. La dépersonnification, oui, ça me plaît parce que effectivement, personnellement, je pense n'avoir pas grand-chose à dire, mais ça me va très bien comme ça, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont dit plein de choses et des gens qui étaient, je dirais, avec des capacités intellectuelles, spirituelles remarquables. On n'est pas tous avec ces capacités, loin s'en faut, moi non plus, et je trouve que faire l'effort de comprendre ce que les autres ont dit, c'est génial, et quand on comprend un philosophe, eh bien en fait on se comprend soi-même quelque part, puisque les philosophes, quand ils parlent de choses un peu universelles, ils parlent pas d'eux en tant qu'individu finalement. On pourrait prendre des exemples avec les mathématiques. Quand je comprends le théorème de Pythagore, j'ai compris les propriétés du triangle rectangle et quand bien même Pythagore me l'a montré, ça aurait pu être n'importe qui d'autre qui me le montre, ça dépendait pas de Pythagore finalement. Voilà. Et donc c'est un peu comme ça que je vois la philosophie, moi, presque comme la capacité de découvrir des choses presque dans une méthode et d'une manière presque scientifique, quoi. Je dis presque parce que les sciences, on est souvent bien sûr, on a raison de dire que les sciences ne touchent pas aux sentiments, aux affects, enfin à la vraie vie, puisqu'on est plus dans un domaine très, comme on dit, scientifique. Mais j'ai découvert avec la philosophie qu'une méthode tout à fait rigoureuse permettait de progresser dans la pensée, presque à la manière scientifique, mais cette fois-ci en traitant des êtres humains, quoi, donc de l'esprit humain, des sentiments, des affections, etc. Et justement, c'était un petit peu ma prochaine question. Comment tu décrirais en une ou deux phrases ce qu'est la philosophie ? Alors, de mon point de vue, alors ça c'est la question philosophique par excellence, puisqu'il y a autant de penseurs qui en ont une définition différente. Pour moi, j'ai une vision très englobante de la démarche philosophique. Pour moi, c'est une réflexion. Et donc, pour moi, beaucoup de gens sont philosophes, puisque beaucoup de gens réfléchissent quand même, essayent de réfléchir. Et donc, c'est presque une réflexion au sens de se faire miroir du monde. C'est-à-dire que quand on est projeté comme ça, comme tout un chacun dans le monde, on en a une certaine vision. Et qu'on soit philosophe ou pas, de toute façon, on a une vision du monde forcément. Et donc, on est déjà un premier miroir du monde. Et ce miroir, est-il déformant ou pas? C'est ça la grande question. Est-ce qu'on se fait une représentation qui est conforme à ce qu'est le monde réel, ou bien est-ce qu'on est déformé par ce qu'on a reçu, ce qu'on nous a dit, etc. Quand on commence déjà à se poser cette question, je dirais qu'on est déjà dans une démarche philosophique, puisqu'on est en train de réfléchir sur notre être miroir d'un monde, quoi. Et plus on travaille dessus, plus on fait l'effort de le faire de moins en moins déformant, si bien que on peut ambitionner presque de disparaître en tant qu'individu, puisque si on se fait miroir, on va dire fidèle du monde, ce qu'on voit du monde ne dépend plus de nous en tant qu'individu, mais par contre il dépend de nous en tant qu'effort de regarder les choses. Donc d'ailleurs Spinoza, dans un de ses textes, il dit que tous nos efforts doivent consister à faire un tableau de la nature, c'est-à-dire à se représenter la nature telle qu'elle est, quoi. Voilà.
D'accord. Ah, c'est très très intéressant, je trouve. Ok, on va de toute façon creuser tout ça après, mais j'aime beaucoup cette image de reflet non déformant de ce qui est finalement. Et je t'enverrai mon texte, et moi ce qui me plaît dans cette image, c'est que souvent dans les traditions spirituelles, on entend beaucoup de critiques sur l'ego. Donc, ah oui, c'est ego, c'est votre ennemi, ouais. Donc, moi, je dis, pourquoi pas? Effectivement, quand on se fait miroir très déformant sans le savoir, hein, on projette beaucoup nos propres déformations, on va dire que ça, c'est ego, quoi. Mais ego, c'est aussi celui qui est capable de réfléchir. Donc, c'est en cela que je suis pas très enclin à critiquer ego à tout va, puisque l'énergie qu'on a en tant qu'individu aussi, c'est de faire ses recherches, c'est de faire pour toi ce podcast, moi d'y répondre. Donc là, on est bien dans un effort qui est aussi l'effort d'ego, et non pas en tant qu'il veut se regarder son histoire personnelle, presque on dirait péjorativement on dirait son nombril, mais plutôt en tant qu'il veut faire l'effort de se faire une représentation aussi vraie que possible du monde. Alors on se fait un peu chercheur comme ça. Comme j'aime le faire dans ce podcast, donc l'idée c'est d'apprendre quand même à te connaître, même sous pseudonyme. Donc est-ce que tu pourrais te décrire quand tu étais enfant, nous dire ce que tu aimais faire, si tu avais des passions? Simplement le jeu, voilà, un copain, un petit voisin, un très bon copain, un petit voisin. Donc aller jouer avec le copain, hein, ça c'est très important. L'école quand j'avais le temps seulement. Donc j'ai une enfance très heureuse, bien entourée, donc pas de difficultés, rien d'exceptionnel, et pourtant oui, une vie totalement agréable et donc exceptionnelle de ce point de vue aussi, oui. Et est-ce que tu aimais lire quand tu étais enfant ou adolescent? Alors je dirais oui, j'adorais lire des bandes dessinées, donc Astérix, Lucky Luke, Tintin, voilà, donc toutes les collections classiques, donc je suis un grand fan, donc c'est surtout ça mes grandes lectures, et puis après les lectures scolaires, mais il y a quelques livres qui m'ont marqué, mais non, j'ai pas été un très grand lecteur. D'accord. Et est-ce que tes parents l'étaient? Mes parents, pas particulièrement. J'ai plutôt le souvenir qu'ils écoutaient de la musique, et j'ai découvert des classiques qu'on pourrait appeler de littérature aujourd'hui, puisque les classiques comme Brel, Brassens, tout ça j'ai connu dans l'enfance et j'apprécie toujours aujourd'hui. À l'époque, j'avais apprécié de les rencontrer par leurs chansons, quoi. Mais en tout cas, tes parents n'étaient pas particulièrement intéressés, eux, par la philosophie ou... Pas du tout. Bon, la philosophie, j'ai toujours pensé... jusqu'à assez tard d'ailleurs que bon, c'était un peu des élucubrations intellectuelles qui chacun avait raison dans son coin, que de toute façon il n'y a aucune vérité, donc tout le monde a raison en même temps et personne n'est capable de dire laquelle est la bonne. Donc voilà ce que j'avais un peu comme image de la philosophie. C'est pour ça d'ailleurs que pendant une dizaine d'années j'ai beaucoup creusé un auteur qui s'appelle Hubert Reeves, puisque lui c'est un astrophysicien, voilà. Donc comme j'avais fait un parcours scientifique dans mes études, j'avais envie d'aller plus loin que mes connaissances techniques scientifiques, et donc j'ai beaucoup lu sur l'astrophysique jusqu'à me rendre compte que oui, je me rendais compte qu'on ne savait pas finalement grand chose, puisque quand on va très loin dans l'astrophysique, il y a un livre entier que Hubert Reeves a écrit qui s'appelle Avant la première seconde ou à la première seconde, un truc comme ça. Et donc là on se rend compte que qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que tout ça, on se rend compte qu'on saura peut-être jamais bien ce que c'est que tout ça, voilà. Donc je me suis arrêté là d'ailleurs quand j'ai eu l'impression de comprendre qu'il y avait rien à comprendre de plus, et que en tout cas on pourrait pas en comprendre beaucoup plus, quoi. Intéressant. Donc en fait, tu as eu quand même une forme de recherche pour comprendre la vie en général. Oui, c'est ça. Alors en fait, je ne savais pas à l'époque que mon intérêt pour l'astrophysique avait une source plus profonde, qui était un intérêt pour la vie. Je pense que voilà, c'est ça, trouver donc c'était plus une curiosité, mais elle correspondait à quelque chose de plus profond, je pense. C'est-à-dire que quand j'ai découvert sous un autre angle de la philosophie, j'ai fait le lien clairement entre les deux. Je me suis dit mais oui, en fait quand tu étais à fond dans l'astrophysique, en fait tu cherchais quelque part un sens, voilà, pourquoi je vais faire ça plutôt que ça, quelles sont mes priorités, voilà. Ok. J'aimerais bien qu'on finisse sur le thème de l'enfance.
je voulais savoir, ou dans quel cadre, disons, spirituel, religieux, est-ce que tu as grandi? Alors, donc, je dirais dans aucun cadre. Mes parents de tradition chrétienne, mais par leur famille, puisque mon père avait dû faire sa communion, ma mère aussi, sont mariés à l'église, donc je dirais famille classique française, plutôt iso-catholique, sans être vraiment croyant ou pratiquant. Et puis, donc, j'ai été baptisé bébé. Et ensuite, j'ai jamais été à aucun cours de catéchisme, rien du tout. Donc, j'ai jamais été croyant en quoi que ce soit. Et j'ai pas non plus, on m'a pas non plus donné l'injonction de l'être. Hein. Donc, bon, voilà, j'étais plutôt à voir que ça existait, des croyants, etc. Et que j'étais pas spécialement concerné par tout ça. Et peut-être j'ai entendu souvent ma mère dire ah quand même, faut mieux les baptiser les enfants parce que si jamais un jour ils sont contactés par des sectes. Eh ben, s'ils ont besoin de croire, s'ils ont besoin de spiritualité, ben ils ont au moins une religion d'appartenance, quoi, histoire d'éviter les périls des sectes pour se dire que si on a besoin d'une religion, ben on en a déjà une, quoi. Voilà. C'est drôle, j'avais jamais entendu cette raison-là pour baptiser un enfant. Pourquoi pas? Ok. Et comment tu décrirais aujourd'hui ta relation à la spiritualité de façon très succincte? Ou dans quelle case peut-être tu te mettrais? Alors ça c'est une super question parce que justement je ne me mettrai dans aucune case puisque je pense que la philosophie c'est ma manière de le faire en tout cas depuis toujours, c'est de lutter contre les cases parce que je considère pas qu'il y ait des cases, voilà. Et puis pour moi la spiritualité, je dirais il y a un auteur célèbre dont j'ai oublié le nom mais qui dit l'esprit c'est le corps tout entier. Donc je fais pas de différence entre la spiritualité et la corporéité. Hein. Donc pour moi un corps il est autant spirituel, il est spirituel et un esprit est corporel. Voilà. Donc les deux sont au même plan. Et ça c'est un enseignement que je tire de la philosophie de Spinoza. Et donc ça me plaît beaucoup cet enseignement parce que c'est comme ça que je ressens l'existence, comme étant à la fois celle d'un corps et celle d'un esprit, mais il n'y a aucune prééminence de l'un sur l'autre. C'est-à-dire que le corps n'est pas condamnable, il est parce qu'il est entièreté et spiritualité aussi, voilà. Et la spiritualité n'est pas hors sol parce qu'elle est aussi ancrée dans un corps. Elle est un corps, elle est même pas ancrée puisqu'elle n'est pas séparée. Donc il y a une union entre le corps et l'esprit qui font que c'est en fait une seule et même chose vue sous deux angles différents. D'accord. C'est très intéressant parce que moi, qui connais un petit peu, disons les pensées orientales, voilà, des sages indiens, etc. C'est un petit peu finalement la même idée derrière. On va retrouver effectivement chez Spinoza beaucoup de conclusions qui sont celles de grandes traditions humaines orientales, bien que lui-même n'ait pas parcouru spécialement ces traditions. Donc il n'est pas à exclure de mon point de vue que par différents chemins, on arrive à des conclusions qui se ressemblent parce que le réel est un. Il y a pas deux réalités, il y en a qu'une. Et dès lors que on aboutit à des choses qui sont proches de ce fameux monde réel dont nous parlons depuis le début avec ce miroir, ben quand on se fait moins déformant, on tombe sur la même chose. C'est pour ça que je considère qu'on peut être dans les mêmes lieux et partant de traditions différentes. Ouais. Alors pour revenir à ton cheminement, alors j'imagine que tu as eu des cours de philosophie au lycée. Oui. Est-ce que tu t'en souviens et est-ce que tu te souviens si ces cours t'ont marqué, t'ont intéressé ou pas du tout? Donc je me souviens avoir eu philosophie au lycée, je me souviens que j'étais assez nul, que j'avais des mauvaises notes, qu'ils m'ont pas du tout marqué, que j'avais du mal à comprendre ce dont parlait le prof et que le prof avait plutôt tendance à nous dire et à me dire aussi, je faisais partie du groupe cible de ces mots, à nous dire qu'on vivait nous de toute façon comme des huîtres accrochées à un rocher et donc notre vie c'était juste d'ouvrir la coquille et de prendre ce qui passait et de la refermer. Voilà. Donc il n'avait pas une haute opinion, on va dire, de nos capacités philosophiques. Et peut-être bien qu'il avait raison parce que pour moi elles étaient assez proches de zéro. Donc je voyais pas l'intérêt de la philo, ni même bon un peu comme j'évoquais tout à l'heure, je dirais le fait que la philo puisse apporter quoi que ce soit à quiconque, voilà. Et donc tu as un parcours scientifique comme tu le disais. Bon tu nous as parlé ensuite de ton intérêt pour l'astrophysique, merci. Alors, quand est-ce que tu en es venu à la philosophie?
Eh bien, je dirais c'est un peu au hasard des questionnements. Alors, avant la philosophie, je dirais qu'il y a une rencontre amoureuse, c'est-à-dire une rencontre réelle avec une personne dont l'intensité est telle que on se dit c'est pas possible. Une joie qui n'arrive pas à en croire de ses yeux, de ses oreilles, voilà, une intensité. Bon, alors, non pas que cette rencontre ait lieu d'être évoquée ici comme étant tellement incroyable que j'aurais été la seule à la vivre. Je pense au contraire que c'est la rencontre amoureuse qui est vécue par beaucoup en réalité, mais qui se rapproche d'une forme d'indicible et donc d'expérience tellement intense que bon, je trouve plus le terme, mais bon, la joie tellement forte qu'on ne pensait pas que ça puisse exister. Voilà, c'est comme dans les chansons et tout. Donc ça, une expérience amoureuse, et puis la formation d'une histoire d'amour finalement, la formation d'un couple, la formation, et puis le quotidien, et puis donc tout ce que vit tout le monde. Elle dit, ben où est passé cet amour? Est-il toujours là? On sent qu'il est là, mais il est là, mais voilà. Et il a plus la même intensité. On s'en souvient peut-être de manière plus lointaine, mais bon, il continue de nous habiter et puis de nous porter finalement, comme une petite graine, mais qui paraît appartenir de plus en plus au passé. Et puis dans les conversations banales de la vie de tous les jours, on trouve toujours des gens pour dire oui, de toute façon l'amour c'est une illusion, c'est deux psychologies deux psychologies malades qui se complètent et qui du coup se trouvent d'un seul coup heureuses d'être ensemble, mais bon, c'est pas relié à bon voilà, alors, ce qui diminue un peu cette expérience. Et puis sans rentrer dans les discussions, quand j'entendais ce genre de conversation, je me disais en moi-même non, je pense pas. Je pense que c'est autre chose. Je pense qu'il y a autre chose, voilà. Autre chose, dans cette expérience amoureuse, il y a autre chose que seulement des dysfonctionnements psychologiques, quoi. Parce que c'est vraiment réduire l'expérience de l'amour à presque une maladie, quoi. Bon, comme dans la chanson, mais je veux dire que les chansonniers, on va pas leur attribuer toute la vérité sur l'être, hein. Donc il y a ça, puis une vie normale comme tout le monde, vraiment, hein. Et puis peut-être une curiosité quand même constante. Une vie satisfaisante, mais je dirais avec des questionnements et une curiosité qui font que c'est satisfaisant, mais ça suffit pas. On sent qu'il y a autre chose peut-être. Donc, et puis on vit tant bien que mal aussi. Hein, et le satisfaisant, il est pas peut-être tout le temps si satisfaisant que ça. Ça dépend, mais je dirais vraiment comme tout le monde, là, vraiment la vie ordinaire, si je puis dire, avec ses hauts et ses bas. Et heureusement, cette expérience amoureuse qui a sauvé d'une vie peut-être très dégradée, hein, voilà. Et pourquoi je dis ça, pourquoi ça c'est important? Parce que je pense que toute ma recherche ensuite de curiosité était liée quand même à cette expérience amoureuse initiale, réelle et pas spécialement philosophique, quoi, voilà. Et les premières quelle lecture pouvait m'attirer? Bon, André Comte-Sponville, l'amour, la solitude, donc en fait t'as voulu comprendre ce que c'était l'amour, c'est ça? Oui, en gros c'est ça. J'ai voulu creuser qu'est-ce qu'était cette expérience amoureuse et qui en parle finalement et comment c'est quoi et qu'est-ce que ça recouvre et qu'est-ce qu'on dit, parce que l'amour ça occupe quand même beaucoup les esprits tout le temps, hein. Donc qu'est-ce que ça signifie? Bon, je vais prendre les travers aussi des relations qu'on appelle relations d'amour. Qu'est-ce que c'est la jalousie? Pourquoi on est jaloux? Est-ce que pas être jaloux c'est parce qu'on n'est plus amoureux, ou c'est l'inverse? Est-ce que bon voilà, une réflexion permanente comme ça. Et puis et donc des lectures. Alors les auteurs qui m'ont aidé, c'est pour ça qu'aujourd'hui je les lirai plus, mais je passerai même plus 5 secondes à les lire, mais je les recommande parce que bien sûr qu'ils m'ont aidé, ça dépend de l'endroit où on est. Donc j'ai pu lire André Comte-Sponville qui nous aide à comprendre les concepts philosophiques. J'ai pu écouter Michel Onfray dans les cours de l'Université populaire de Caen, qui nous aide beaucoup aussi dans ces moments-là de son œuvre de passeur, hein, à comprendre des tas de choses. Donc découvrir finalement petit à petit qu'est-ce qui était derrière ces notions dans un vocabulaire auquel on n'est pas forcément habitué, le vocabulaire de la philosophie, etc. Et puis un jour, j'ai écouté à la radio un philosophe qui était invité. Donc c'était le philosophe Robert Misrahi. C'était vers 2012 ou 13, un truc comme ça, où je suis toujours en recherche, toujours curieux. Donc j'entends, et puis bon, j'entends qu'il parle d'amour, il parle de bonheur. Bon, et puis je trouvais un peu audacieux tout ce qu'il disait quand même. Lui quand même, il exagère un peu. Bon, mais
Ça m'a marqué ce qu'il a dit. Alors, j'ai commencé à chercher des livres de cet auteur-là. Et donc, bon, j'en ai trouvé au bout d'un moment, parce qu'au début, je retrouvais même pas son nom, parce qu'il a francisé son nom. Il y a un nom juif qui est Mizrahi, mais lui, il s'appelle pas Mizrahi, il s'appelle Misrahi. Donc, il a francisé son nom. Et son nom d'origine, c'était Z, alors que maintenant, c'est S. Enfin, depuis toujours, c'est S. D'accord. Et donc, sur les livres qu'il a écrits, en fait... c'est le nom francisé, c'est le nom francisé, voilà. Et donc, c'est son nom officiel, d'ailleurs, hein, puisqu'il a francisé sur sa carte d'identité. Mais son prénom, il est francisé aussi, mais sur sa carte d'identité, c'est Benny Misrahi, c'est pas Robert Misrahi. Robert, c'est son nom d'auteur et son nom d'usage, on va dire. En tout cas, j'ai mis des mois à retrouver même son nom, parce que je me souvenais plus, j'avais écouté ça en voiture, donc c'est vraiment le hasard qui a fait que je suis tombé sur cet auteur-là. Et puis, comme je suis un peu engagé quand je me mets à réfléchir sur des trucs, donc là, j'ai acheté, alors que, bon, à la FNAC, j'ai dû trouver 5-6 ouvrages, j'ai pris les 5-6 ouvrages pour rentrer dedans, quoi. Ah voilà. oui. Donc je me suis mis à lire. J'avais acheté La Nacre et le Rocher, qui est un très beau livre autobiographique qui m'a beaucoup aidé à comprendre des concepts, aussi comprendre la vie de l'auteur, etc. J'avais acheté aussi La construction d'un château, qui est un livre plutôt poétique, écrit sur un mode poétique. C'est-à-dire que quand on lit ce livre, on se dit mais il est un peu à l'ouest lui quand même. Hein, on pourrait dire qu'il est perché quoi, hein, parce que bon. Et en fait c'est volontairement une allégorie, on va dire, de ce que peut être un cheminement philosophique, mais dit d'une manière poétique et qui du coup est un langage direct finalement, direct au lecteur sur l'intensité que peut offrir l'existence, en tout cas un cheminement dans l'existence. Et puis je lis plusieurs de ses ouvrages. Alors j'avais aussi Lumière, commencement, liberté, qui est sa thèse. Et donc là, dans cette thèse, ce qui m'a intéressé, c'est que dans toute une première partie, il étudie les mystiques, mais il les étudie quasiment comme des témoins d'un phénomène humain qui est l'expérience mystique. Voilà. Et ensuite, lui, il fonde sa pensée non pas sur l'expérience mystique, mais sur la liberté. Et donc, il donne un chemin dont le point de départ est la liberté, et dont le point, je ne dirais pas d'arrivée, parce qu'il n'y a jamais de point d'arrivée, mais dans les lieux fréquentés sont les mêmes lieux que les mystiques finalement. Donc on va dire qu'on prend pas le même chemin, mais évidemment qu'on vit tous dans le même monde, et s'il y a une expérience humaine qui est l'expérience mystique, il n'y a pas de raison qu'elle soit réservée à quelques élus. Hein. Elle est évidemment pour tout le monde, cette expérience. Voilà. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça m'a touché aussi ton propre témoignage, hein, puisque je me sens évidemment concerné. Et donc j'ai poursuivi l'étude de cet auteur, et je suis tombé notamment sur ce livre qui s'appelle Les Actes de la Joie. Et ce livre m'a je dirais conduit comme par la main un peu, par ma réflexion, mais guidé par ce livre, conduit sur une forme d'expérience amoureuse. C'est-à-dire que la joie d'amour que je connaissais, puisque je l'avais vécue déjà, j'en ai parlé tout à l'heure, et je me suis mis à l'expérimenter à nouveau. Comme ça. En réfléchissant, et oui, comme ça, sans que ce soit une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne, mais c'est plutôt vécu comme une renaissance en fin de compte, hein, une renaissance à soi, une intensité, et dont je peux parler longtemps aussi, hein, c'est-à-dire que c'est pas ni magique ni ésotérique, c'est un mouvement finalement de l'esprit qui, se reprenant lui-même, se retourne sur lui-même, et donc qui accomplit une forme de conversion. Voilà, donc le thème de la conversion philosophique, eh bien, consiste à une réflexion. Alors, je pourrais en parler tout de suite si tu le souhaites, hein, ou plus tard, mais tout ça pour dire que cette lecture a été un moment d'intensité qui a duré, qui m'habite encore finalement. Dans les moments les plus intenses, c'est comme être amoureux, quoi. Tout est beau, tout le monde est beau. On a envie de dire au monde entier, mais regardez, ça existe ça, mais venez le lire, faites quelque chose. Et donc je me suis mis à écrire à des auteurs, à des journalistes, enfin comme si pour parler de ce livre. Oui, c'est ça. Oui, voilà, comme si ce que j'avais expérimenté était tellement justement dépersonnifié, désubjectivé, c'est-à-dire une réflexion comme pourrait l'être une réflexion mathématique, hein. Donc j'avais envie de dire au monde entier, mais réfléchissez à ce qu'il y a là, parce que tout le monde peut réfléchir à la même chose. Et mais non, pas du tout, ça marche pas, hein. C'est-à-dire que on est plutôt pris pour un hurluberlu que pour voilà. Ok, mais si je peux te demander, est-ce que tu voudrais bien revenir sur cette expérience avec ce livre, parce que est-ce que c'est à la première lecture
que je sais pas, quelque chose s'est ouvert en toi? Est-ce que ça a un passage en particulier? Ou comment ça, est-ce que tu peux nous décrire plus en détail ce ressenti d'amour, voilà. Alors en fait, c'est progressif, c'est-à-dire que j'ai pris au sérieux ce qui était dans ce livre. En plus, c'est seulement une 30aine de pages, c'est l'introduction du livre. Hein. J'ai pris au sérieux et je me suis mis à faire l'effort de réfléchir sur ce que je lisais et voir qu'est-ce que je considérais comme vrai ou pas. C'est un peu une introspection. D'accord, parce que peut-être le livre parle de quoi alors? Peut-être que alors le livre, donc, c'est les actes de la joie, avec comme sous-titre fonder, aimer, rêver, agir. Et finalement, ce livre, il parle du bonheur. Voilà. Et donc l'introduction du livre est une manière très synthétique qu'a eu l'auteur de résumer des tas de choses qu'il a dit précédemment. Et le fait, moi, d'aborder ce livre d'emblée comme ça et de rentrer dans l'introduction, ça m'a demandé un effort de réflexion très intense finalement. J'ai recopié moi-même, j'ai fait des schémas pour comprendre. Oui, ça, d'accord, ça, oui, ok. Et donc, en plusieurs jours comme ça, voire quelques semaines, j'ai absorbé. Et puis après, c'est des petites révélations pour répondre à ta question de savoir comment ça arrive. Eh bien, on a lu ça nous a fait réfléchir dans la journée. Puis on va y penser en montant dans sa voiture, en servant du café, on va y penser un peu comme ça dans une méditation intérieure, et puis on va se dire mais oui c'est vrai en fait, ça c'est bien comme ça que ça marche, je le vérifie là, donc c'est des petites révélations quoi, des petites choses, petites eureka au passage, pas forcément d'une intensité d'un seul coup, et puis cumuler tous ces petits eureka, se mettre à m'habiter de nuit aussi, donc je dors moins parce que comme quand on est amoureux là ça turbine, ça tourne de nuit aussi. Donc, mais parce que tu ressentais déjà une émotion d'amour? Ah oui, complètement, oui. Oui. Ah, mais donc dès le début de la disons lecture. dans les semaines qui ont fait, c'est une réflexion qui consiste très concrètement à se retourner sur soi. Alors pourquoi ça devient de l'amour, ça reste un mystère, mais bon, ça consiste vraiment à ça quoi. Donc on peut rentrer dans le détail si tu veux, maintenant ou un autre jour, mais je serais très curieuse si c'est pas trop compliqué. Disons que ça paraît simple à en parler, mais c'est apparemment très compliqué puisque ce mouvement de retournement, je dirais que ça commence par la simple sensation de l'être là. Je suis là, je sais que je suis là, voilà. Et puis cet être-là a toujours un léger recul sur soi-même. C'est-à-dire que on est là et en plus on sait qu'on est là. Et puis on se voit un petit peu quoi, d'un tout petit peu loin. On n'est pas aveugle à soi-même et dans une forme de conscience immédiate et dont on ne s'empare pas forcément. C'est-à-dire que tout ce dont parle ce livre, c'est tout ce qui se passe dans l'immédiateté. Mais on passe jamais de temps à réfléchir dessus. On est tout de suite dans les idées, on embrasse une idée, on fonce dans un raisonnement, mais on n'est pas dans la réflexion sur qu'est-ce qui fait que je pense ça. Donc en fait, c'est une réflexion qui est ce qu'on appelle une phénoménologie. Alors je sais pas si tu connais la phénoménologie. Non. Petite parenthèse, vous retrouverez dans le descriptif de l'épisode les définitions des termes philosophiques évoqués, ainsi que, comme toujours, les citations inspirantes de l'interview. J'ai également mis les liens des groupes Facebook de philosophie créés par Victor Eremita. La phénoménologie, c'est une sorte de philosophie, une méthode philosophique qui fait l'effort, comme l'a fait Descartes, de se dire j'oublie tout ce que je sais, je fais table rase. Et j'essaie de voir qu'est-ce que je peux connaître à partir de rien, le moins possible. Et c'est quoi le moins possible? Eh ben, c'est le phénomène. Et qu'est-ce que c'est ce phénomène? C'est ce qui m'apparaît, c'est un phénomène. Qu'est-ce que je construis à partir de ce qui m'apparaît? C'est-à-dire, là, par exemple, j'ai un micro devant moi qui m'apparaît vert. C'est le phénomène, c'est que je le ressens comme vert, je le vois comme vert. Et puis on peut creuser des choses à partir de là, c'est-à-dire que on va peut-être par la réflexion et par un approfondissement se rendre compte que ce micro n'est finalement pas du tout un micro. C'est en réalité un objet métallique avec du plastique et de la mousse autour. Et son être micro, c'est moi qui dis que c'est un micro, parce qu'il y a une compréhension de ce qu'est un micro pour pouvoir dire micro. Mais en tant que tel, c'est un amoncellement d'atomes qui n'ont aucune couleur. C'est moi qui vois une couleur verte parce que mes cônes sont tels que on voit du vert. Voilà. Et donc on peut dans cette forme de réflexion se rendre compte et prendre conscience que
tout le monde qui nous entoure est notre création permanente. Et alors qu'on attribue aux objets un sens, c'est nous qui mettons le sens sur les objets, quoi. Voilà. Donc c'est une forme de déconstruction jusqu'à revenir à l'origine. C'est ça le but, oui, c'est de travailler sur l'origine, et l'origine de toute connaissance est forcément dans le phénomène pour quiconque, puisque qu'on soit mystique, ésotérique, qu'on soit quoi que ce soit, de toute façon, on est, c'est un peu la forme de pensée existentielle, on est d'abord dans un phénomène de l'existence qui se présente là devant nous. Et à partir de là, on va construire un monde, quoi. Quand je vois Paris 300 km sur un panneau, je pense, si j'y pense pas, je dis, c'est écrit sur le panneau, hein. Qui va dire le contraire? Paris 300 km. Mais sur le panneau, il y a que des taches. Il y a des contrastes, il y a des traits. Il y a rien d'écrit. C'est moi qui met du sens dans le panneau. Et donc, c'est ce type de réflexion-là, quoi. Mais c'est intéressant, en fait. C'est très pratico-pratique. Très, oui, c'est ce qui m'a plu dans la philosophie que j'ai découverte dans ces époques-là, c'est que on ne soit pas dans une forme d'intellectualisme, c'est-à-dire d'idées qui se succèdent les unes les autres, très cohérentes, mais connectées à quoi? Là, on est connecté à l'existence. Donc, pas à pas, pour celui qui a envie de faire ce chemin-là, pas à pas. Il n'a pas besoin d'y adhérer autrement que en faisant presque son autocritique et dire oui, au fait, ça d'accord, on peut faire un pas suivant, quoi. Voilà. Ok, oui, c'est vrai que moi j'avais une vision de la philosophie de quelque chose de purement théorique, en fait. Justement d'un enchaînement de réflexions uniquement. J'avais aussi cette vision-là, et c'est plutôt à l'époque où j'avais cette vision-là que je pensais que la philosophie n'avait aucun intérêt, puisque N théories qui s'affrontent tous comme étant les meilleures, ça m'intéresse pas, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je m'étais jamais trop intéressé à la philosophie. Oui, c'est aussi en ça qu'une philosophie, toute la démarche de Kierkegaard, c'est pour ça que j'ai pris le pseudo un peu de Kierkegaard, c'était de revenir aux choses, revenir au réel, s'ancrer dans le réel. Donc Kierkegaard était un philosophe chrétien, c'est-à-dire que il voulait intégrer dans sa réflexion à la fois l'expérience de la béatitude religieuse finalement, hein, et puis l'existence, et comment les deux cohabitent finalement, comment on passe de l'une à l'autre. Donc je suis pas spécialiste de Kierkegaard et peut-être je connais un peu mieux Spinoza et Mizrahi, mais c'est intéressant de s'intéresser à Kierkegaard parce que il a cette volonté de vouloir rejoindre la béatitude en décrivant l'existence, et puis il décrit ce qu'il appelle le saut. Il y a un saut pour lui qui est le saut de la foi. D'accord. Hein, le saut de la foi, voilà, S-A-U-T, le saut de la foi. Et ce saut-là, il peut pas le décrire philosophiquement. Il dit c'est de l'ordre du religieux, quoi. Là où on l'a pas le saut. Voilà. Tout le travail de Mizrahi, c'est de considérer que Kierkegaard a raison de parler de tout ça. Mais peut-être que le saut, on peut aussi le parcourir philosophiquement, finalement, rejoindre le lieu dont parle Kierkegaard sans forcément invoquer une foi, quoi. Voilà. D'accord. Et donc pour revenir à ton expérience avec la lecture de ce livre, en fait finalement tu expérimentais ce que l'auteur décrivait, et au fur et à mesure des jours tu ressentais, c'est ça, de plus en plus d'amour, au point de ne plus pouvoir endormir, c'est bien ça? Oui, disons que je ressentais une intensité au point effectivement de beaucoup moins dormir et d'être dans une forme d'enthousiasme même débordant, quoi, et même pénible finalement, mais je le savais pas à l'époque, éventuellement pénible pour mon entourage. Ah oui, parce que pour toi c'était pas pénible, c'était pour pour moi c'était très bien. C'est pas pénible du tout. Mais voilà, après peut-être j'étais dans l'aveuglement de penser que ce que j'expérimentais était partageable comme ça, alors que pas du tout. C'était pas facile à partager comme ça, même si ça n'empêche pas que ce soit parfaitement partageable, puisque c'est justement un cheminement de réflexion. Mais tout le monde n'a pas envie de faire cette réflexion. Tout le monde n'est pas au lieu qui permet de commencer cette réflexion. Tout le monde. Donc c'était presque trop prosélyte de ma part de penser que fallait en parler au monde entier. Voilà. Donc c'était mes errements de jeune débutant, on va dire. Et est-ce que tu voudrais nous expliquer en quoi c'était pénible pour tes proches?
Pénible tout simplement parce que l'intensité qu'on souhaite essayer de partager, c'est un leurre de penser qu'elle se partage comme ça. Et donc il y avait peut-être de ma part ce que mon attitude pouvait être vécue comme une forme de violence parce que mais viens regarde ça. T'essaies de voilà. convaincre vraiment. Oui voilà donc ça c'est passé daté achevé. On n'a pas d'ailleurs comme la quête que j'avais d'ailleurs dans les mêmes périodes et que j'ai toujours et qui m'anime c'est la recherche finalement d'une forme d'amour qui soit inconditionnelle. Parce que c'est vrai que si on y réfléchit un tout petit peu, si l'amour est conditionnel, il est fini avant de commencer, quoi. Je t'aime parce que et si j'ai plus ça c'est fini, en fait on n'aime pas. Donc l'amour, alors que je ne savais pas à l'époque que cette quête était hyper signifiante, j'étais quand même dans cette recherche d'amour inconditionnel. Et donc dans ta relation amoureuse dont tu parlais au début déjà en fait. Oui, en fin de compte dans la recherche de ce qu'est l'amour et dans ma relation concrète, effectivement, oui. Et donc si on est justement dans cette forme d'inconditionnel, il n'y a pas de conditions, y compris il n'y a pas à se mettre à la philo pour aimer l'amour. Enfin voilà. Donc j'étais chiant pour résumer. Mais parce que oui, d'accord. Moi, j'ai cru que éventuellement c'était cet enthousiasme débordant pour la vie, si j'ai bien compris, qui était présent, qui était peut-être tellement intense que c'en était déconcertant pour les gens. Mais il peut y avoir de ça aussi, il peut y avoir de tout, voilà. Et c'est vrai qu'on devient presque violent en imposant un enthousiasme auprès de quelqu'un qui le vit pas à ce moment-là. Donc il y a quand même, heureusement, je me suis détendu depuis, puisqu'il y a une forme dans la conversion philosophique que j'évoque, parce que finalement c'est ça la conversion philosophique. Il y a un truc qui nous tombe dessus un peu rapidement. Il y a ce qu'on peut appeler une diachronie, c'est-à-dire qu'il y a deux vitesses. Il peut y avoir une vitesse rapide comme ce que j'ai vécu, comme il peut ne pas y avoir d'ailleurs. Je veux dire, comme il n'y a pas chaque chemin est individuel. Et je pense que cette conversion peut tout à fait être vécue par quiconque, y compris sans avoir eu le cheminement philosophique que je suis en train de décrire. C'est un passage d'une vie à une autre vie un petit peu, et donc on peut le vivre de plein de manières à mon avis, mais il y a ce passage-là qui existe, et ensuite quand tu dis conversion, c'est-à-dire tu t'es converti d'une certaine manière à autre chose. Quand je dis conversion, c'est l'image d'un retournement à 180 degrés sur le monde. Et donc le monde dans lequel on est, c'est toujours le même parce qu'il n'a pas changé, mais on le regarde de manière complètement différente. Et c'est ça la conversion. Et si je peux essayer de la décrire en étant très rapide, donc je ne vais pas la décrire réellement puisqu'il faut rentrer dans la lecture et la réflexion pour en avoir une image peut-être plus complète. Mais je dirais qu'il y a 3 moments de la conversion. Le premier moment, c'est de découvrir, et non pas de l'apprendre de l'extérieur, de le découvrir de l'intérieur, que je suis créateur du monde, 100%. Tout ce que je vois dans le monde extérieur, c'est moi qui le crée, y compris des choses les plus réalistes, enfin même le monde en 3D, il suffit d'aller au cinéma en 3D pour savoir que on crée nous-mêmes le 3D, la 3D quoi. Donc je crée entièrement le monde. Alors quand on approfondit cette question-là, déjà on peut le vivre sous une forme d'enthousiasme, on peut, mais il faut rentrer dedans de manière se dire mais c'est pas possible, mais si, puis on revient dedans, mais oui au fait, mais c'est ça. Et puis il y a en même temps que donc c'est une conversion à soi un peu, puisqu'on se voit soi comme créateur du monde, et dans le même temps qu'on se voit créateur du monde, on réalise que l'autre est exactement comme moi, a créé lui-même le monde. C'est-à-dire que si je prends un vocabulaire que j'ai appris avec Misrahi, on va vivre en s'emparant nous-mêmes de notre propre réflexivité, c'est-à-dire que on se voit à distance de soi et on se dit que tout ce qu'on voit de nous, c'est nous qui créons tout. Et donc grâce à cette distance à soi, finalement, on peut travailler dessus. Et puis de la même façon, on va voir que l'autre aussi, il a une distance à soi. On va le savoir aussi vite qu'on le sait pour nous. Et donc la distance à soi, pour ça on va l'appeler la réflexivité, et la distance à soi qu'à l'autre on va l'appeler la spécularité. C'est un mot qu'utilise Misrahi, c'est-à-dire que moi je suis ici en train de te parler,
je sais que je suis là, et je sais en même temps que tu es là. On croise un regard et on sait tous les deux qu'on est là. C'est très bête et très immédiat. Et puis en plus, je sais que tu sais que t'es là et je sais que tu sais que je suis là. Voilà. Et ça, on n'y pense jamais, hein, ça. Et pourtant, c'est bien cette relation-là qui fonde tout le reste. C'est-à-dire que une fois qu'on sait qu'on est là et que chacun sait qu'il est là, on va commencer à dire un mot, on va croiser un regard, on va tenir un regard. Ah mais pourquoi il me regarde? Enfin voilà, on va rentrer, on sait qu'il y a un autre, quoi. Et d'ailleurs souvent, quand j'entends beaucoup parler en ce moment, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, des robots qui vont faire mieux que nous et tout ça. Je pense qu'il faudrait penser à l'expérience de l'ascenseur. Quand on est avec un inconnu ou une inconnue dans un ascenseur, il y a un autre qui est là d'un coup. Alors, on est confronté à la présence d'un autre. On va éviter peut-être de se regarder, ou si on se regarde, faut pas se regarder trop longtemps, parce qu'il y a vraiment un autre qui est là. Si on met un robot dans l'ascenseur, ça va pas être très gênant. Sauf s'il y a des caméras qu'on sait que d'autres regardent. Mais si on met un robot, même si c'est une IA, voilà, on va rien ressentir du tout, quoi. Et donc il y a vraiment une expérience d'être au monde qui est, je dirais, à approfondir et à réfléchir, qui n'est presque jamais réfléchi et qui fait entrer justement dans cette forme de conversion. Donc j'ai parlé de 3 moments. Donc conversion à soi, c'est une réflexion sur la manière dont j'existe finalement, qui devient très vite le deuxième moment, c'est-à-dire que j'ai la même connaissance que l'autre est un comme moi, un alter ego finalement. Et puis le troisième moment de la conversion, c'est la conversion à la joie, c'est-à-dire que maintenant que je sais que je fonde le monde, comment je vais cheminer? Eh bien, le fondement de mon chemin sera la joie. Voilà. Donc c'est la conversion à la joie, c'est la connaissance que la joie est quelque chose de réel et de concret parce qu'on l'a déjà vécu. On l'a vécu par exemple dans une rencontre amoureuse il y a longtemps, et puis on s'aperçoit qu'on peut la retrouver aussi en se mettant à réfléchir, en faisant tout ça. Et il y a un lien qui se fait quand on chemine dans la compréhension. Finalement, l'expérience amoureuse était un moment offert par le hasard de l'existence, qui était déjà un retournement sur soi, c'est-à-dire que l'autre agit comme un miroir et nous a mis de manière fulgurante devant soi et devant cette joie qui est finalement peut-être la substance des choses, hein, et puis et par la réflexion on va revenir dans cette joie, mais on l'a renouvelée, c'est-à-dire que c'est pas la nostalgie d'un amour passé, c'est juste l'existence elle-même en fin de compte. C'est fascinant. C'est en train de devenir un épisode perché, non? Je ne sais pas. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast et que vous vous demandez pourquoi Victor parle d'épisodes perchés, c'est parce que j'ai classé certaines interviews de ce podcast dans une série que j'ai intitulée Pour les perchés. Si vous souhaitez savoir de quoi il s'agit dans cette série, je vous invite à écouter l'épisode solo numéro 20 qui présente la structure de ce podcast. Dans le prochain épisode, nous approfondirons les pensées de Spinoza et de Misrahi. Nous parlerons de trouver la joie d'être avec l'autre, mais aussi d'idées pour réinventer la société et unir les hommes. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.